Dans un petit village reculé du Sahel, vivait Aïssata, une femme d'une quarantaine d'années, au regard fatigué mais déterminé. Elle était veuve depuis 3 ans, depuis que son mari, Boubacar, était décédé des suites d'une maladie sans nom, emportée faute de soins. Depuis ce jour, Aïssata porta seule le poids du monde sur ses épaules. Elle avait 4 enfants, le plus jeune à peine âgé de 2 ans lorsque leur père mourut. Sans revenu stable, sans soutien familial car sa belle famille l'avait rejetée, elle devait trouver chaque jour un moyen de nourrir et d'élever ses enfants. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Aïssata se levait pour aller chercher de l'eau au puits situé à 2 kilomètres de sa maison de Banco. Ensuite, elle travaillait dans les champs des autres contre quelques poignées de mil ou des légumes. Parfois, elle fabriquait du savon artisanal ou cuisait des galettes qu'elle vendait au marché. Malgré les privations, Aïssata refusait d'abandonner. Elle croyait fermement que ses enfants méritaient un avenir meilleur. Le soir, à la lumière d'une lampe à pétrole, elle aidait l'aîné, Mamadou, à faire ses devoirs. « Tu seras enseignant, mon fils », lui répétait-elle souvent. Elle croyait que l'éducation était la seule clé pour briser le cercle de la pauvreté. Les saisons passaient, parfois cruelles. Il y eut des périodes de sécheresse, de famine, même une épidémie de paludisme. Mais Aïssata tenait bon. Elle n'avait pas le choix. Son courage ne passa pas inaperçu. Un jour, une association humanitaire de passage dans le village entendit parler d'elle. Ils lui offrirent un petit financement pour lancer une activité de maraîchage. Grâce à cela, elle put cultiver son propre lopin de terre, vendre ses produits au marché et enfin scolariser tous ses enfants. Aujourd'hui, bien que les difficultés n'aient pas totalement disparu, Aïssata marche la tête haute. Elle est devenue un symbole de résilience dans son village. Car au-delà de la souffrance, elle a prouvé que l'amour d'une mère et la détermination peuvent déplacer des montagnes. Le ciel de Barani était lourd ce matin-là. Des nuages gris tapissaient l'horizon, comme s'ils partageaient la douleur d'Aïssata. Assise devant sa case en banco, les bras croisés sur les genoux, elle regardait au loin sans vraiment voir. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Boubacar, mais le vide qu'il avait laissé paraissait toujours aussi vaste. La vie n'avait jamais été facile, mais depuis qu'elle était seule, chaque jour ressemblait à un combat silencieux. Le champ qu'ils cultivaient ensemble n'était plus suffisant. Les mains d'Aïssata, pourtant calleuses, n'arrivaient pas à produire autant que celles de son défunt mari. Et puis il y avait les enfants. Mamadou, 12 ans, le plus mature. Aminata, 9 ans, rêveuse mais fragile. Les jumeaux, Issa et Hassana, 6 ans, turbulents et toujours affamés. Aïssata avait tout sacrifié pour eux. Elle ne mangeait parfois qu'un repas par jour. Elle refusait de mendier, mais acceptait de laver des habits, de porter de l'eau, de vendre des arachides grillés au marché. La dignité, c'était tout ce qui lui restait. Le soir, une fois les enfants couchés, elle écoutait le vent chanter entre les murs de sa maison. Parfois, dans le murmure des feuilles de Nîmes, elle croyait entendre la voix de Boubacar. Il lui parlait doucement, comme autrefois. « N'abandonne pas, Aïssata. Nos enfants grandiront. » Ce soir-là, elle sortit son petit carnet, un vieux cahier d'écolier et y inscrivit une nouvelle promesse. « Je jure de les faire tenir debout. Même si je dois m'écrouler pour ça. » L'année suivante, la pluie ne vint pas. Dans tout le village, les regards se tournaient chaque soir vers le ciel, implorant des nuages qui ne se formaient jamais. Les feuilles des manguiers jaunissaient, le mil peinait à sortir de terre, et les puits s'asséchaient un à un. À Barani, on parlait de « l'année maudite ». Pour Aïssata, c'était une course contre le temps. Les maigres réserves de mil fondaient aussi vite que les sourires de ses enfants. Les jumeaux pleuraient souvent la nuit, non pas de cauchemar, mais de faim. Aminata, elle, avait perdu l'appétit, et avec lui, ses forces. Mamadou, d'ordinaire solide, commençait à traîner les pieds sur le chemin de l'école. « Je n'ai plus rien à leur donner », murmura Aïssata en regardant les 3 tasses d'eau qu'elle avait pu tirer du fond du puits. Un jour, en rentrant du champ, elle trouva Aminata allongée dans la cour, inconsciente. Sa fille était tombée d'épuisement. Paniquée, elle courut chez le vieux guérisseur, mais celui-ci n'avait rien à lui offrir, sinon des herbes amères et des prières. Ce fut à ce moment-là, au fond de ce désespoir, qu'Aïssata fit ce qu'elle n'avait jamais voulu faire, elle alla frapper à la porte du chef du village. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle la voix tremblante, « mais si vous connaissez quelqu'un, une ONG, un contact, qui pourrait m'aider à relancer un petit jardin. Je suis prête à travailler jour et nuit. » Le chef la regarda longtemps.
Il connaissait la dignité d'Aïssata, sa ténacité. Il promit de transmettre son nom lors de la prochaine visite de l'association étrangère qui appuyait les femmes rurales. C'était peu, mais c'était une lueur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la visite d'Aïssata chez le chef du village. Le ciel restait muet, et la terre, craquelée par le soleil, semblait renoncer elle aussi. Elle commençait à croire qu'aucun secours ne viendrait. Puis, un matin, les enfants jouaient sous l'arbre du Nîmes lorsqu'un pick-up blanc entra dans le village, soulevant un nuage de poussière rouge. 3 personnes en descendirent, 2 femmes et un homme, tous vêtus de gilets à l'effigie d'une ONG humanitaire. Ils furent accueillis par le chef du village et quelques anciens. Très vite, la rumeur se propagea comme une traînée de poudre. L'association allait sélectionner une poignée de femmes pour un programme de maraîchage, avec formation, semences et petits matériels à la clé. Le lendemain, on appela Aïssata. « C'est vous, la veuve de Boubacar ?» demanda l'une des femmes de l'ONG, en consultant une fiche. « Oui », répondit Aïssata d'une voix ferme. Elle redressa légèrement ses épaules. On lui posa des questions simples. Que savait-elle cultiver? Avait-elle un terrain? Serait-elle capable de suivre une formation? Aïssata répondit avec le feu du ventre vide et de la volonté pleine. Elle raconta comment elle avait appris à faire pousser du niébé avec son père, comment elle entretenait un petit potager saisonnier près du puits, et comment, malgré tout, elle n'avait jamais cessé de rêver que ses enfants mangeraient à leur faim par ses mains, pas par pitié. 1 semaine plus tard, son nom figurait sur la liste. Elle reçut un arrosoir, une houe, des semences de gombo, de tomates, d'oignons, et surtout, une place dans un programme de formation de 2 mois pour femmes rurales. C'était peu, mais c'était une victoire. Dès les premières heures du matin, Aïssata se rendait sur sa parcelle de terrain, un petit lopin offert par le village à proximité d'un nouveau forage. Le sol, travaillé avec patience, reprenait vie. Chaque graine enfouie dans la terre semblait porter l'espoir de ses enfants. Gombo, oignons, tomates. Elle les arrosait comme on berce un nouveau-né, avec soin, attention et un amour muet. Elle suivait les formations, notait tout dans un cahier soigneusement protégé par un bout de plastique. Elle apprenait à protéger les plants, à conserver l'humidité, à reconnaître les signes d'épuisement du sol. Les autres femmes l'observaient. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses rangs étaient toujours droits, et ses récoltes, prometteuses. Le jour où elle vendit ses premières bottes de gombo au marché, elle rentra avec un petit sac de riz, une boîte de sardines, et des bonbons pour les jumeaux. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle pouvait leur offrir quelque chose sans puiser dans les réserves ou emprunter. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble, autour du foyer, un ragoût simple mais parfumé. Les enfants riaient, les yeux brillants. Même Aminata, dont les joues s'étaient creusées les mois précédents, retrouva un éclat dans le regard. « Maman !» dit Mamadou timidement, « est-ce qu'on va sortir de la pauvreté, un jour ?» Aïssata ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le feu qui crépitait dans la marmite, puis leva les yeux vers les étoiles. « Pas aujourd'hui. Mais oui, un jour. Si vous travaillez, si vous étudiez, et si vous gardez la foi. Ce que j'ai planté, ce n'est pas juste du gombo. C'est votre avenir. » Alors qu'Aïssata commençait à récolter les premiers fruits de son travail, une menace inattendue se leva du sud. Une tempête de sable, brutale et soudaine, traversa la région comme un monstre aveugle, dévastant tout sur son passage. En une nuit, la petite parcelle qu'elle avait nourrie de ses mains fut recouverte de poussière, les jeunes plants arrachés ou étouffés. Le lendemain matin, Aïssata resta longtemps debout au bord de son jardin, sans bouger. Elle ne pleura pas. Les larmes, elle les avait trop souvent contenues pour qu'elles viennent facilement maintenant. Elle observa simplement, comme on contemple un enfant malade, incapable de faire plus qu'espérer qu'il guérira. Les jumeaux vinrent à elle. « Maman, on va replanter ?» demanda Hassana, sa petite main serrée dans celle de son frère. Aïssata baissa les yeux vers eux. Elle pensa à tout ce qu'elle avait déjà surmonté. Ce n'était pas la première fois que la terre la trahissait. Ce ne serait pas la dernière. Mais cette fois, elle n'était plus seule. L'ONG revint dans le village pour faire le point. En voyant les dégâts, ils proposèrent un soutien d'urgence, de nouvelles semences et surtout, un atelier sur la protection des cultures contre les vents. Cette fois, Aïssata ne fut pas simple élève, elle devint formatrice assistante. Ce fut une reconnaissance silencieuse, mais immense. Elle replanta. Avec l'aide de Mamadou, elle construisit des brise-vents en tiges de mil. Avec les autres femmes,
Elle mit en place une coopérative informelle pour échanger outils et conseils. Petit à petit, le jardin reprit vie. Un mois plus tard, des fleurs de tomates s'épanouissaient à nouveau entre les feuilles d'un vert profond. Un miracle ordinaire, né du courage et de la patience. La pluie était enfin revenue, timide mais régulière. Le jardin d'Aïssata prospérait à nouveau, les enfants reprenaient du poids, et Mamadou s'était hissé parmi les meilleurs élèves de sa classe. Les femmes du village venaient souvent lui demander conseil. On commençait même à l'appeler « Maman Jardin ». Et pourtant, certains soirs, lorsque tout devenait silencieux, elle ressentait ce vide que rien ne comblait. Elle s'asseyait sur le petit banc à l'entrée de sa case, les bras autour des genoux, et regardait les étoiles. Là, dans le murmure des insectes et le souffle du vent chaud, revenait la présence invisible de Boubacar. Elle se souvenait de lui, de sa voix grave quand il chantait en travaillant, de son rire enroué quand les jumeaux faisaient une bêtise, de la manière dont il prononçait son prénom avec douceur. « Tu me manques » murmura-t-elle un soir, les yeux embués. Mais ce manque n'était plus celui du désespoir. C'était une blessure qui avait appris à se taire, à cohabiter avec l'amour pour ses enfants et la force qu'elle avait forgée dans la douleur. Ce soir-là, Mamadou vint s'asseoir à côté d'elle, sans un mot. Après un moment de silence, il glissa. « Papa serait fier de toi, maman. » Elle tourna la tête, surprise. Il ne parlait jamais de son père. « Comment tu sais ?»« Parce que moi, je le suis. » Aïssata posa sa main sur la tête de son fils. Ce fut le plus grand des réconforts, silencieux mais puissant. Un matin de décembre, alors que la saison sèche s'installait doucement, le directeur de l'école primaire se présenta chez Aïssata, un dossier sous le bras et un sourire discret sur les lèvres. « Tu es bien la mère de Mamadou. » Elle acquiesça, le cœur serré. Elle craignait toujours qu'on vienne lui annoncer un problème. Il a été retenu pour un programme spécial. Une bourse d'études. Il ira au collège à la ville, à Bobo-Dioulasso. Les frais seront pris en charge. C'est grâce à son travail, et au tien aussi, d'une certaine manière. Aïssata resta un moment sans voix. Bobo-Dioulasso, c'était loin. C'était le monde. Et Mamadou n'y était jamais allé, pas même en rêve. Elle sentit une joie immense, mêlée d'inquiétude. Il était si jeune encore. Mais Mamadou, lui, ne trembla pas. « Je vais partir, maman. Je vais réussir. Pour toi, pour tous. » Ce soir-là, il lui tendit un cahier bleu qu'il avait gardé secret. Sur la première page, il avait écrit « Je m'appelle Mamadou, fils d'Aïssata. Ma mère est veuve. Elle est la plus forte. Grâce à elle, je veux devenir enseignant et revenir ici, pour aider les enfants comme moi à croire en eux. » Aïssata lut et relut ces mots, les larmes aux yeux. Elle comprit alors que sa bataille n'avait pas été vaine. Ce qu'elle avait semé portait maintenant ses propres racines, dans le cœur de ses enfants. Quelques semaines plus tard, Mamadou partit pour la ville. Aïssata lui prépara un sac modeste, un tissu propre, un peu de mil séché, une chemise neuve cousue de ses mains. Elle l'accompagna jusqu'au car, le cœur lourd mais fier point quand le véhicule démarra, elle leva la main, immobile, longtemps. Et dans son regard, il n'y avait plus de peur, seulement cette lumière discrète que donne la victoire silencieuse des mères. Depuis le départ de Mamadou, Aïssata ressentait un vide dans la case, mais un espace s'était aussi ouvert dans sa vie, dans son cœur. Elle se surprenait à penser à elle-même autrement. Non plus seulement comme la veuve courageuse, mais comme une femme capable, à part entière. Une femme debout. Les récoltes étaient bonnes cette année. Grâce aux brise-vents et aux nouvelles pratiques apprises en formation, les tomates se vendaient bien, les gombos étaient réguliers, et même les oignons se conservaient mieux. Son petit champ n'était plus juste un jardin, c'était un exemple. Un jour, l'ONG invita plusieurs femmes de la région à une grande rencontre dans le chef-lieu. Aïssata fut désignée pour y représenter les femmes de Barani. Elle n'avait jamais parlé en public. Mais lorsqu'elle se leva, vêtue de son pagne propre et de son foulard noué haut sur la tête, sa voix était calme et posée. « Quand mon mari est mort, j'ai cru que j'étais finie. Mais j'ai compris qu'on ne meurt pas tant qu'on a une cause. La mienne, ce sont mes enfants. Et aujourd'hui, c'est aussi vous, mes sœurs. Nous pouvons vivre dignement, même sans mari. Nous pouvons produire, vendre, apprendre. Nous pouvons nous soutenir. C'est possible, j'en suis la preuve. » Il y eut un silence, puis des applaudissements, d'abord timides, puis nourris. Une femme du groupe murmura. « Elle parle avec le cœur. Elle est vraie. » À son retour au village,
Le chef l'appela et lui proposa de coordonner officiellement le groupement féminin local. Une première dans l'histoire du village. Elle accepta. Pas pour elle-même. Pour toutes celles qui, comme elle, avaient été un jour laissées seules avec des enfants, des larmes et une parcelle de terre sèche, mais qui avaient refusé de plier.